Bonjour tout le monde, bienvenue sur un autre épisode du podcast AGB / Voici Alma. Je me présente Alexandre, mon partenaire Simon et notre invité aujourd'hui, Marielle. Bienvenue sur le podcast. Merci. Alors, aujourd'hui, on quitte un peu le monde des autres commerces pour se diriger vers le monde de la thérapie manuelle. Marielle, pourquoi, en quelques mots, t'expliques pas en gros Qu'est-ce que tu fais? Une phrase ou deux, ouais, qu'est-ce que je fais? Bon, OK. Moi, en gros, je suis masso-kinésithérapeute, thérapeute en réadaptation physique, accompagnante à la naissance et intervenante en allaitement. Pas mal de titres. Ouais, c'est ça. Nous allons écrire sur un formulaire d'inscription sur un CV aussi. Mais non, en gros, je fais beaucoup de masso-kinésithérapie à domicile chez moi. Ouais, à la maison. Ouais, OK, maison. donc, puis c'est situé où, ton bureau? Ma maison est située dans le quartier des Fleurs à Alma. OK. Tu donnes l'adresse aussi, on 52 Tout, ans. l'adresse, code postal. Code postal. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Quand tu travailles à domicile, faut-tu que tu aies un permis spécial? Je travaille chez moi, mettons. Ouais, mettons chez toi à la maison. Il faut que j'avise la ville que je fais du soin chez moi. Il va y avoir plus de trafic d'auto, tout ça. Ouais, eux autres, ils parlent plus des déchets que ça fait. Mais en tout cas, c'est au niveau des taxes, ce que ça va coûter au niveau des taxes. Okay. Puis des assurances aussi, la responsabilité civile va augmenter un petit peu aussi. C'est normal, là, mettons que quelqu'un se plante dans les marches, mettons. Ouais. C'est comme obligatoire. OK. Il faut que tu avises la ville d'Alma. OK. C'est ça le seul truc à faire autonome. Oui, exactement. Mais quand on est travailleur autonome dans une place qui n'est pas zonée commerciale, ouais, c'est ça. Il faut avoir un. C'est comme un genre de dérogation? Ouais, ben tu sais, même à ça, je pense que maintenant, le travailleur autonome, ça prend un droit acquis. C'est à partir de 2011 qu'on n'était plus censé travailler dans des endroits qui n'étaient pas zonés commerciales. Ouais. Ça a vraiment changé en 2011. Et moi, j'ai commencé en 2011, fait que. Oh, ouais, j'ai mon droit acquis, ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est beau quand même. J'avais 17 ans quand j'ai commencé. Ah, ouais? Ouais, j'ai fait ça après mon secondaire. En fait, je suis partie à Québec faire un cours en masse. Donc, tu as commencé tôt, pareil? Direct après secondaire. Ben là, c'est quoi? On va faire comme parcours. On va comme à l'envers, parcours. C'est ça, OK. Ouais, c'est la première question que j'ai pensée. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené là? OK, ben écoute, moi, je sais que je veux faire massothérapie depuis que j'ai environ 12-13 ans. Fait que c'était soit ça, masso, ou bien ostéopathie. Mais là, je me suis toujours fait dire par tout le monde que j'étais super bonne en massage, puis que par mes parents surtout, mais tu sais, même mes amis, tout ça. Puis ça m'a dit, peut-être que. OK, fait que tu massais, mettons, des amis pour le faire. Ben, j'ai toujours trippé sur la thérapie manuelle, puis sur soigner les gens, en fond, vraiment. Mais j'ai toujours aimé ça, justement, à trouver des problématiques. Puis là, mes amis qui avaient des points dans le dos, ben, on allait toujours. Ça commence toujours de même, les massos. On se fait toujours dire par les profs. Vous êtes sûrement fait dire, quand vous étiez jeune, que vous étiez bonne en masso. Vous avez toujours eu tendance à vouloir aller aider les gens avec leurs points et leurs douleurs, tout ça. C'est vrai. C'est vraiment ça qui est arrivé. Puis en finissant mon secondaire, je suis partie à Québec à l'Académie de massage scientifique faire mon cours. Puis, ça, c'est un cours de combien de temps? Ben, dans le fond, moi, j'ai fait 1000 heures. Mais j'ai fait 2 parties différentes de la masso. J'ai fait mon cours de masso des bases, en fait. C'est praticien de massage. Puis ensuite, j'ai fait un 600 heures de kinésithérapie avec des spécialités, mettons, massage sur chaise, femme enceinte, lumi-lumi, oscillation lumi. Ouais, un lumi-lumi, c'est un massage hawaïen. OK. En tout cas, c'est des petites routines, le fun, là, pour le massage de détente. Là, c'est vraiment trippant. C'est la truc qui va avec. C'est ça. Fait que, ben oui, bon, c'est genre du café. C'est pas nous autres qui parlent, faut qu'on en profite. C'est ça. OK. Gros trip. OK, puis y a-t-il une raison particulière pourquoi tu as choisi l'Académie de massage scientifique plutôt qu'une des autres écoles? Il y a MKO qu'on connaît, il y a... Non, oui, il y a une... La raison principale, c'est que l'école est affiliée avec le Collège des médecins. OK. Fait qu'on est... on a les cours qui se donnent, les formateurs, tout ça, c'est vraiment du monde vraiment très sur la couche. Très spécialisé, puis les cours qu'on a, ça s'apparentait beaucoup aux cours de physio que j'ai fait. OK. Fait que tu retrouvais des concepts un peu en physio que tu avais déjà vu en masso. Exactement, vraiment, là. Beaucoup. Ma première année en physio, ça a été facile, à cause de ça. Probablement sur le côté anatomique et tout. Oui, anatomie, fonction musculaire, ces affaires-là, on avait vu une couple de principes, beaucoup de principes en masso, mais
approfondir en physio. Est-ce que, mettons, pour le cours de base, tu disais tantôt la technique de base de massage, c'était combien d'heures sur les 1000? La technique de base en massage, pas mal partout, dans toutes les écoles, c'est 400 à 450 heures. OK. Puis c'était-tu la même chose pour le cours que tu as fait? Oui. On avait un 400, on avait un 400 à 450 heures au départ à faire pour avoir toutes les techniques, les postures, toute l'anatomie. Puis après ça, c'était pas obligatoire le cours que j'ai fait après, qui était kinésithérapie. Même que j'aurais pu encore continuer davantage, faire un autre 200 heures pour faire orthothérapie, qui est là, une coche encore au-dessus, plus des affaires posturales, là, des choses comme ça. Ouais. Peux-tu nous donner la distinction entre orthothérapie et kinésithérapie pour les gens qui... Oui, dans le fond, kinésithérapie, c'est vraiment régler des problématiques par le mouvement. Fait que étirement, mobilisation, etc. Tout ce qui est mouvement. Orthothérapie, là, j'ai pas fait le cours, mais ce que j'ai pu constater, mettons, au travers des personnes qui l'ont fait, c'est qu'il y a beaucoup de contractions isométriques, aller chercher un niveau beaucoup postural. On fait une analyse posturale avant, tout ça. Des affaires qu'on voit en physio, justement, puis que là, ils ont vraiment poussé ça en masso. Parce qu'il y a une différence entre kinésithérapie et kinésiologie. Une grosse différence. C'est pas du tout la même chose. Ça me fait bien rire quand les gens me demandent, justement, est-ce que tu es kinésiologue? Non. Puis moi aussi, je reçois des calls des fois que tu fais-tu des massages et je suis bloqué? Non, ok. C'est pas tout. Ben, je pense que ce qui mêle aussi les gens, c'est peut-être Steve Lessard qui est à la fois kinésiologue et kinésithérapeute. Probablement, oui. Fait que, tu sais, ça rapproche les deux termes. Tout le terme qui est très semblable aussi à la base. Oui. Ben, puis même, il y a kinésiologie, il y a une autre discipline aussi qui s'appelle kinésiologie appliquée en anglais, exact. Mais qui a rapport plus avec trouver des problématiques par le biais de tests musculaires. Oui, ben ça ressemble plus à kinésithérapie, justement. Ouais, ben c'est ça. Ben, c'est même une coche un peu plus ésotérique. Okay. Parce que kinésiologie appliquée, c'est tu testes les groupes musculaires, chaînes musculaires faibles par rapport à des déficiences nutritionnelles en supplément aussi, c'est ça? Oui. Ouais. Puis justement, c'est ésotérique dans le sens que c'est pas tout le monde qui accroche à cette principe. C'est ça. C'est pas encore, on va dire, communément accepté par la science. Mais quand tu pognes quelqu'un en kinésiologie appliquée qui connaît ces trucs, comme justement il y avait Bob, non pas Bob Ware, il faisait ça, Ken Kenakin, je pense. En tout cas, lui, j'ai eu une formation avec lui, puis justement il mettait des trucs de justement qu'il y avait un groupe musculaire qui était plus faible, puis c'était par rapport avec une déficience soit en vitamine C, certains groupes. Puis le gars connaît ses affaires, fait qu'il testait sur nous autres, puis nous autres on réagissait fortement à ça. Puis moi quand je l'ai fait par les clients, ça n'a juste pas marché, parce que c'est parce que je l'ai pas assez élaboré, c'est pas vraiment mon champ d'expertise non plus. Oui, ben c'est ça, j'imagine que ça. Mais il regarde aussi les intolérances alimentaires ou à lui, là, comme un exemple qu'il te donnait, là, c'est qu'il testait ton épaule t'avait fait, par exemple. Puis il faisait juste tenir un pot de tyrosine, vitamine C, juste tenir le pot. Là. Tu prenais même pas la vitamine C sur la langue, tout ça. Puis juste être en contact avec la déficience, justement, vitamine, quoi que ce soit, ben tu étais automatiquement plus fort. Le placebo, c'est vous? Il y a possiblement ça, mais tu sais, d'un autre côté aussi, c'est comme l'acupuncture, ça fait 10 000 ans que ça existe, puis il y a encore des scientifiques qui ont de la misère à l'accepter. Parce que la kinésiologie appliquée, c'est maintenant, au Québec, c'est une spécialité qui peut être faite par les chiros seulement. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, déviation, c'était quand même... on est sorti du sujet. Justement, le gars était chiro aussi. Comment? Kenakin était chiro. Ah bon, ben voilà. Il y avait quand même Kin dans son nom. Ken Kenakin. Ken Kiro. Hey, on est rendu loin. Ressentons-nous. C'est le deuxième podcast qu'on fait. Fait qu'après ça, là, on parlait de... On a fait la distinction entre kinésithérapie, là, on a parlé d'orthothérapie aussi. Fait que ça, c'est l'aspect de masso, finalement. Dans ta pratique avec tes clients, qu'est-ce qui détermine, mettons, quelle approche tu veux utiliser plus qu'une autre? C'est-tu selon la problématique, selon comment la personne répond? Comment tu gères ça? Bien, en fait, c'est sûr que ma pratique en tant que telle, c'est très thérapeutique. Là. Fait que c'est sûr que je mélange beaucoup de massage avec la physio.
comme d'emblée, je fais ça. Fait que c'est rare que les gens viennent me voir pour des problèmes, mettons, de stress, puis qu'ils veulent juste se détendre. C'est très rare. Souvent, les personnes qui viennent me voir, c'est justement parce qu'ils ont des problèmes, mettons, physiologiques ou musculo-squelettiques très précis. Fait que ma pratique, elle va vraiment thérapeutique de tout ce que je connais. Je fais vraiment un melting pot de toutes mes connaissances. Puis, oui, de toutes mes connaissances. Oui, excusez. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je pense que j'ai pas vraiment de différenciation entre ce que je fais. Là. Je fais vraiment tout mélanger mes connaissances, puis je vais selon. Ben, selon, c'est ça. Ce que je vois du patient, selon mon analyse, tout ça, ouais. OK. Exact. Parce que là, on a sauté une étape parce que tu as fait ton cours à Québec, tu es revenu à Chicoutimi. Oui, ben, je suis revenue à Alma, puis j'ai comme. Quand j'ai fait ta TRP. Oui, ben c'était pas censé arriver, en fait. Là. Moi, je voulais vraiment faire un ou l'autre. Mais quand j'ai fini mon cours de masso, j'avais déjà mal aux mains. Rien qu'à faire les stages en masso. Fait que je me trouvais jeune aussi pour commencer à travailler, être une marcheuse du travail à 19 ans. Tu sais, c'est même 18, j'avais pas encore 19. Fait que j'ai décidé d'appliquer en TRP, ça s'appelait même avant, TRP. Puis je pensais pas être prise. Finalement, j'ai été prise, parce que c'est quand même très contingenté. Fait que j'ai dit parfait. Fait que ça m'a vraiment permis d'ouvrir mes horizons beaucoup, puis d'apprendre beaucoup de nouvelles choses, même si j'avais vraiment appris des choses très poussées en masso. Ça n'a jamais été autant poussé que ce que j'ai vu en physio, puis le cours à Chicoutimi, il est très extrême. Là, Tu pratiquais-tu la masso pendant ce que tu étudiais, justement? Oui, exactement. Ça facilite justement l'apprentissage. Écoute, j'ai jamais autant eu de facilité dans ma vie dans mes études, mettons, parce que j'avais pas besoin de travailler les fins de semaine. Je travaillais que les soirs de semaine. Puis, mettons, quand j'avais pas de cours, j'allais travailler chez moi. J'avais ma clinique chez mon père. Donc, pendant 50 ans, j'ai eu ma clinique chez mon père. Jusqu'à temps que je m'achète une maison, il y a 3 ans. Puis, j'ai comme eu ma clinique chez moi. Mais ouais, ça m'a tellement aidé justement. Puis j'ai pensé à ça cette semaine parce que justement j'ai vu beaucoup de choses. Un article qui disait que les étudiants sont stressés, tu sais. Puis là, ils ont de la misère à gager leur étude avec le travail, tout ça. Puis j'étais comme une chance que j'ai fait ça, puis que j'ai eu ça parce que j'ai eu la masso pour pouvoir travailler le soir puis jamais les fins de semaine parce que je pense pas que j'aurais été capable de passer au travers sans doubler, mettons, certains cours. Puis ça a vraiment bien été dans mon cours. Mais une chance que j'avais ça. Ça te permet aussi justement en étudiant en même temps d'appliquer les principes que tu vas voir en classe directement avec des clients le soir. Exactement. Ce que pas tout le monde a la chance de faire non plus. Tellement pas. Puis tu sais, ils m'ont touché, mais ma palpation, tout ça, c'était déjà plus facile. J'avais déjà beaucoup de moi je pourrais dire ça, pas d'avancée, mais d'avantage par rapport aux gens. Oui, vraiment, là. Puis oui, à chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, je le pratiquais sur mes clients le soir, là, puis ça a vraiment amélioré ma pratique de loin, de beaucoup. Puis là, tantôt, tu me disais hors d'onde que c'est plus TRP, c'est plus technique de réadaptation physique. C'est quoi le terme pour... C'est rendu la technique de physiothérapie. C'est ça. Carrément, fait qu'on est rendu des technologues en physiothérapie et non des thérapeutes en réadaptation physique. OK. Ouais. Juste pour... Ouais, ça fait 3 ans. C'est pas tout le monde qui le sait. 3 ans que moi, je sais. Puis qu'ils comprennent qu'est-ce que ça fait. Ça, en fait, oui, tu pourrais nous expliquer c'est quoi que ça fait une technicienne technologue en physiothérapie. Oui. Bien, en fait, nous, c'est tout ce qui touche à la réadaptation. Souvent, c'est après une blessure. On a beaucoup, mettons, de CSST, de SAP, fait que suite à un accident. Moi, la clinique où je travaille à Saint-Ambroise, c'est beaucoup d'orthothérapie. Donc, puis d'orthopédie. Fait que tout ce qui est en lien avec le dos, les épaules, les chevilles, les poignets, les coups. On fait beaucoup de thérapie manuelle, mais on peut avoir des problématiques neurologiques, mais ça, c'est moins les technologues là, qui vont aller jouer avec ça, c'est plus les physios. Mais ouais. OK. Ben, comment ça se distingue, là, la différence entre ce que le physio va faire lui-même puis la technologue va faire dans le concret des choses? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de différence, je vais t'avouer. La grosse différence mettons qu'on ne voit pas, nous, à la technique, c'est beaucoup... mettons, le bac en physio, il y a beaucoup plus de
de neurologie. Il voit plus de neurologie que nous. Puis avec les enfants aussi. Il travaille avec les bébés et les enfants, que nous, on ne voit pas. T'sais, on a vu on a eu certains cours avec les enfants, les bébés, pour le développement moteur, mais rien de thérapie vraiment. C'est plus vraiment les physios. Mais sinon, écoute, moi, à la clinique, mes physios, on est au même piédestal, carrément. Sauf que lui, eux autres, ils vont évaluer. Ah, ben c'est ça. Moi, j'étais comme sur l'impression que la distinction, c'était, mettons, le physio, lui, va évaluer puis planifier l'intervention, puis la technologue va appliquer l'intervention. C'est beaucoup ça. Sauf que les physios aussi, ils pratiquent, ils appliquent les modalités et tout ça. Puis nous, on peut modifier le traitement aux besoins au courant du... Mais oui, la première évaluation, c'est obligatoirement fait par un physio, sauf en cas, mettons qu'on aurait des situations particulières. Ouais, c'est ça. OK, fait que il y a comme une espèce de point où est-ce que les responsabilités puis les tâches se chevauchent, on va dire. Oui, c'est très semblable. C'est sûr qu'à l'hôpital, c'est différent. Puis dans des cliniques de réadaptation spécialisées, c'est très différent aussi. Mais nous, à la clinique où je suis, surtout, on est une grosse famille. Cool. On se sépare beaucoup les tâches. Ouais, c'est ça. Très intéressant. C'est quoi le nom de la clinique? Ben, c'est Clinique de physiothérapie de Saint-Ambroise. Il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'il y en a d'autres à Saint-Ambroise ou c'est la seule? On est la seule. Dans ce coin-là, on est la seule. Là. Fait que la plus proche est à Saint-Honoré. OK. Ça fait combien de temps que tu es là? Ben, moi, j'ai fait mes stages là. Après ça, ouais, fait que ça va faire 4 ans en mars que je suis là. Puis c'est ma deuxième famille. Je suis en amour avec eux. OK. Vraiment. Puis là, dans le fond, tu vas diviser ton horaire de travail entre tes clients à la maison et... Ben, je fais vraiment beaucoup plus de masso. Puis même à la clinique où je suis, je fais vraiment beaucoup plus de masso que de physio. Parce que physio, c'était pas que j'aime pas ça, mais je trouve que c'est beaucoup de l'usinage. On n'a pas beaucoup de temps. Le rapport client-thérapeute est vraiment plus froid, je dirais. Ça dépend des gens, mais j'aime bien avoir le temps de prendre 1 heure et demie au complet avec mon monde. Puis faire des suivis, pas nécessairement 3 fois par semaine, mais 1 fois par semaine que je peux faire, mettons... plus longtemps. Ouais, c'est plus... Prendre le temps de connecter avec la personne aussi. Ouais, tu sais, puis on enveloppe beaucoup en masso, on fait beaucoup de spécialités pour le confort, on fait beaucoup de chaleur, si on veut. Mais en physio, c'est pas ça. C'est en dessous des néons. Ouais, c'est froid, c'est comme... Genre en short puis en camisole de sport, sur une table, pas caché, rien. Fait, c'est normal parce qu'il faut aller, on a beaucoup de monde, c'est des 40 minutes, des demi-heures, même il y en a qui c'est des 20 minutes de thérapie en physio. Fait que c'est normal il faut que ça roule, mais j'aime vraiment mieux masso à cause de ça. Moi, mieux le côté humain aussi, là, le contact humain. Wow, c'est ça que j'aime de ma job. Vraiment avoir la reconnaissance, ça me fait aïe, ça me tellement fait du bien. Puis tu sais, mettons, j'ai des clients en physio qui viennent me voir en masso à la clinique, puis l'approche est même pas pareille. Quand on dit on est en physio, on est en masso. Fait que rien que le mot fait plus peur quasiment, ben fait plus... je sais pas, c'est vraiment... Le terme change le mot. Ouais, vraiment. Ben, c'est vrai, physio, ça fait plus comme blessure, thérapie. Ça va faire mal. C'est ça, ça va. Puis masso, ben, souvent, c'est comme plus chill, ben, plus relax. Pourtant, mon traitement, c'est le même. C'est la même affaire. Ouais. Okay. Mais dans le fond, dans l'aspect physio, est-ce que, outre les manipulations, mobilisation et compagnie, est-ce que tu fais aussi des supervisions d'exercices, mettons, de réhabilitation, des choses comme ça? Ou... Ben, dans le fond, c'est sûr que quand on montre des exercices aux gens, parce que oui, il y a toujours une portion exercice à la physio, c'est clair. Oui, on fait de la supervision, mais nous, à la clinique où je suis, on dit qu'il faut au moins avoir 30 minutes les mains sur la personne. Puis ça, c'est pas toutes les cliniques, justement, de physio qui font ça, vraiment pas. On n'a pas de courant. On a des ultrasons, mais sinon, on met aucun courant, pas d'interférentiel, pas de choses comme ça, pas de TENS même. Puis les exercices, on essaie de les faire le plus possible à la maison. Puis nous, on fait une revérification à chaque fois qu'ils reviennent, nous mettons 1 fois par semaine. S'assurer que le patron moteur était bien acquis. Oui, exact. Il est fait comme il faut aussi. Sinon, ben, tous mes collègues sont soit kinésiologues ou étudiants en ostéopathie ou des choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'est eux qui vont souvent faire les rééducations au gym qu'on a en bas, parce qu'on a un gym en bas de notre clinique.
Puis les collègues, c'est eux qui sont chargés de faire les grosses rééducations au gym avec les patients. T'sais, moi, je vais moins. Puis est-ce que c'est un volet que tu explores aussi avec tes clients? Mettons que quelqu'un vient te voir pour une blessure, pour se faire traiter en masso, ben, est-ce que tu vas aussi, mettons, des fois suggérer des exercices pour aider à améliorer la récupération en dehors de ça? C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui part de chez nous la première fois sans exercice. C'est très rare. C'est pas nécessairement des exercices de renforcement, ça peut être juste des exercices de souplesse, de respiration, des postures à aller chercher, techniques de sommeil, pas techniques de sommeil, mais des positions de sommeil. Donc aujourd'hui, on va ronfler de cette façon-là. Comment qu'on fait pour s'endormir? Mais oui, non, il n'y a personne qui part de chez nous sans au moins un exercice, habituellement. Ça arrive que des fois, oui, quand c'est plus, mettons, je recherche la détente, tout ça, mais même à ça, je vais chercher la respiration, je vais chercher des... Tu t'adaptes selon pourquoi que la personne est venue en base pour le traitement. Oui, c'est ça. Ben oui, carrément. Puis avec toutes les connaissances que j'ai acquises au courant de mes formations, ben c'est plus facile aussi de m'adapter à n'importe qui. Ouais. Puis, c'est ça, comme je dis, parce que c'est correct c'est très bien aller avoir une thérapie quelconque parce que justement on a une pathologie particulière, mais c'est sûr que les exercices que tu vas faire quotidiennement, il faut que tu fasses tes exercices en à la maison. Là. Oui. Pour justement que ça complémente la thérapie que tu as faite dans la semaine. Ah oui. Parce que justement, les exercices, la personne, le client a la possibilité de le faire à tous les jours. Puis qu'est-ce que tu fais tous les jours, justement? Ça t'améliore vraiment. Ça t'aide à guérir, tout ça. Exact. Ça bien justement de donner. Mais oui, puis tu sais, je suis la porte-parole la mieux placée pour dire que la thérapie manuelle, ça fait des miracles. La masso, ça fait des miracles. Mais je suis bien consciente qu'il n'y a pas juste le relâchement qui est nécessaire dans une vie pour une réadaptation. Le renforcement, c'est primordial. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Je suis bien d'accord avec votre travail, là. Je vous en envoie aussi de temps en temps. Ben mettons, mais à part avec ça, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu travailles de façon plus étroite, avec qui tu réfères, mettons, dans des cas spécifiques? As-tu comme un petit réseau? Ça dépend? Ben, sans dire un réseau officiel, il y a des thérapeutes à qui je réfère plus, en qui j'ai plus confiance qu'en OK. C'est pas péjoratif, là. C'est juste que c'est plus, mettons, mon approche. Puis je me compare un peu plus pas que je me compare, mais je m'associe un peu plus à leur façon de penser qu'à certaines autres personnes. C'est comme... c'est à toi que je réfère le monde en kin, carrément. Ça fait plaisir. C'est à toi que je réfère le monde en... Ben c'est ça, tu sais, quand je me fais envoyer des gens qui me disent « Ah, c'est Alex qui m'a envoyé. » Tu sais, mais moi aussi, j'en envoie. C'est un peu ça le but aussi. Carrément. Avec Simon aussi, qu'on essaie de dire que créer un principe de référencement, mais avec des gens que tu sais qui cadrent avec tes valeurs, la vision que tu as de l'entraînement, de la surtout thérapie. que tu as des approches qui vont un peu toutes dans le même sens, qui sont complémentaires, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire le contraire de ce que tu dis. C'est sûr qu'au moins la personne va avoir été au bout de ce qu'elle a essayé avec ton idée avant de dire ça marche ou ça marche pas. Exactement. Pas que les autres font de la mode, c'est juste. Non, c'est juste des fois du cadre, juste plus d'une philosophie particulière. C'est ça. La façon qu'on est aussi, je pense que ça en dit beaucoup sur notre façon qu'on traite. C'est ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres thérapeutes, mettons, avec qui tu fais affaire de d'autres approches, on va dire? Ben, mettons, tu veux que je nomme des noms? Pas nécessairement, mais ou des types de thérapeutes, ou des, je sais pas. Ben, je vais toujours référer selon ce que je trouve qui est pertinent pour la personne. Fait que j'irai jamais dire genre, oh non, tu vas pas faire telle thérapie parce que moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça, tu sais. Mais j'ai des gens, justement, dans certaines thérapies que je vais plus envoyer mon monde vers ces personnes-là. Parce que je sais que ce qu'ils font, c'est safe. Puis selon ce que je crois, selon mes connaissances, je trouve ça, tu sais, je vais aller plus cibler les gens. Ils se connaissent, là, parce qu'ils savent tout mon nom, ces personnes-là. Fait que... Ah oui. OK.
Si maintenant on change d'emploi un peu, tu as parlé tantôt de plusieurs choses différentes. On a parlé d'accompagnement à la naissance aussi, mais on sort un peu de la masso, tout ça. Qu'est-ce que ça comprend? Ça mange quoi en hiver? C'est une job de sage-femme? C'est-tu une job de support à la maison? C'est quoi? Non, OK. En fait, accompagnement à la naissance, avant, ça s'appelait doula. Doula? C'était des doulas. Avant, c'était ça. C'était souvent les mamans du village, les mamans du quartier qui venaient aider les mamans, les parents, bref, à accoucher. L'accompagnante à la naissance ne fait aucun geste médical. C'est que de l'accompagnement psychologique, physiologique. On fait un soutien aux parents. Ça peut aller de, mettons, pendant l'accouchement, on fait les positions d'accouchement avec la maman, on fait les points de pression, on fait vraiment le lien direct avec les médecins. Des points de pression pour... Ben, mettons que quand une femme accouche, souvent on va faire des points de pression au niveau du bassin pour diminuer les douleurs. Okay. Mais c'est ça je pourrais t'en nommer 50 000, là, des affaires comme ça. Oh, mais on peut vraiment aider la maman puis, à faire tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer les douleurs, puis pour contrôler son stress puis l'accouchement en tant que tel, en fait. Même faire le lien direct entre la maman et le médecin quand le papa ou l'autre maman, peu importe, n'est pas capable ou se sent pas à l'aise dans cette situation-là. Ou sinon, on fait orienter la personne qui accompagne aussi la maman. Okay. On dit, bon, mais va faire telle chose, tu peux l'aider à faire des respirations, Puis, mais sinon, on peut faire aussi des cours prénataux privés avant. Okay. Fait qu'on a vraiment étudié ça. Dans le fond, ce cours-là qu'on a fait en accompagnement à la naissance avec une de mes collègues qui s'appelle Emma, on l'a fait avec les sages-femmes à Chicoutimi en maison de naissance. Ouais, on s'est fait donner ce cours-là en 2017. OK, c'était plus une formation privée ou c'était une semaine de formation, environ 2-3 fins de semaine en ligne. Okay. Ouais, ça c'est vraiment une affaire, un cours le fun à recevoir, mais c'était ça, il faut que tu t'intéresses à la péri, si tu t'intéresses pas à la périnatalité. Ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Mais fait que nous, c'est ça, la job d'une accompagnante à la naissance, ça peut vraiment varier d'un point A au point B aux extrêmes limites. Est-ce que ça commence au niveau du premier trimestre de l'accouchement, pas de l'accouchement, mais de la grossesse, ou c'est juste à la naissance? Tu peux commencer vraiment tôt, là, justement, dans le processus de... On peut être dans le processus avec les parents, même avant que le bébé soit dans le ventre. OK. Ouais, ça peut aller de là jusqu'à aller garder les enfants plus vieux parce que la maman avait un break avec le petit. OK. Ouais, ça peut vraiment passer de... On peut vraiment faire beaucoup de choses. Là. Ça va vraiment chercher beaucoup de... OK. Fait qu'il y a l'aspect comme préparation à l'accouchement, puis il y a le pendant l'accouchement où est-ce que vous pouvez aider à soulager physiquement la mère, à supporter le deuxième parent, ou même à, dans le fond, faire le pont entre les parents qui sont stressés puis les professionnels de la santé. Je sais qu'à un moment donné, hors d'onde, on avait parlé un peu, tu me parlais de justement de faire respecter le plan de naissance des parents aussi. Tu sais, des fois, ils font comme des genres de listes là, de comment ils veulent que les choses se déroulent. Oui, ben ça, c'est très important en fait d'avoir un plan de naissance quand on planifie son accouchement. Parce que justement, dans les hôpitaux, surtout, il y a un processus qui se fait d'emblée par les médecins, par les infirmières. Puis si tu mentionnes pas à l'intervenant que tu ne veux pas telle affaire ou tu veux telle affaire, ben il va le faire. Il va le faire selon ce que lui, sa liste à l'écrit fait, puis il va cocher ses affaires. T'sais. Fait que, mettons, mettre d'acide dans les yeux du bébé quand il naît, le peser direct sans faire de peau à peau directement. Il y a plein de choses comme ça que les mamans ne savent pas qu'ils ont le droit de choisir. Mais tu peux. Mais on peut. On a le droit de tout choisir pendant l'accouchement. On se fait dire pendant l'accouchement qu'on n'a pas le droit de manger ni de boire. Ils nous font comme si c'était de la glace. Mais c'est pas vrai. On a le droit de manger, on a le droit de boire, on a le droit de refuser le cytocine, on a le droit de tout faire. En autant que ça ne nuise pas à la santé de la maman ou du bébé. Mais ça, pendant le plan de naissance, on l'explique aux gens là, qu'il faut mentionner qu'est-ce qu'on veut pas, mais c'est toujours advenant le cas que ça se passe bien. Si mettons, la vie de personne est en danger, je veux ça. Là, c'est bien important de... c'est ça. C'est juste le corps médical va décider. Oui, ben c'est sûr que si on est obligé d'aller en césarienne, parce que là, le bébé, ça décélère le petit cœur, ben... puis qu'on avait écrit dans le document, je ne veux pas césarienne, ben on n'aura pas le choix, désolé, on n'a pas le choix, il faut y aller. Ben tu sais, il y a des choses aussi dans le cas où
advenant qu'une césarienne arrive, ben, tu sais, pas tout le monde qui le sait, mais on a le droit de demander à ce que le bébé soit inoculé avec les sécrétions vaginales de la maman. Donc, il passe ça pour que sa flore se développe comme il faut, puis son immunité, comme s'il était sorti par les voies naturelles. Mais si on le demande pas, ils le font pas d'emblée. Non, puis même quand on demande, il y a des médecins qui sont vraiment pas à l'aise avec ça. Ah ouais? Ouais. Ça arrive encore. Ça t'es-tu arrivé souvent d'avoir d'assister des... Ça m'est pas encore arrivé, d'assister à un accouchement. Ça va être quand même... justement, c'est comme une intervenante, tout ça, ça va être quand même cool, ça va être spécial. Là. Ben écoute, je l'attends impatiemment, là, ce moment-là. C'est vraiment... ça fait pas longtemps que j'en fais aussi. Tu sais, ma collègue, elle a eu une grossesse plus compliquée un petit peu, puis avec un bébé qui ne dort pas. Fait que elle pouvait pas l'en faire avec moi pendant quasiment 1 an. Puis on vient de recommencer, là, justement. On a eu quelques rencontres dernièrement pour justement faire des accompagnements. On attend les réponses. Mais non, j'ai pas encore eu d'accouchement. J'ai pas encore assisté. J'ai vraiment hâte. Puis, tu sais, c'est vraiment pas quelque chose qui me fait peur. Là. Je me sens vraiment confiante avec ça. Puis j'aime tellement ça. En même temps, les accouchements, ça me fait vraiment pas peur. C'est hot. C'est super intéressant. Puis dans l'aspect post-accouchement, finalement, ben là, tantôt tu parlais de parler brièvement d'allaitement, de support aux parents. Fait que garder des enfants, on a parlé donne-nous un peu plus de détails. OK. Ben, dans le fond, souvent, ce qu'on fait en post-accouchement, c'est souvent aller aider les parents avec l'allaitement. Puis moi, puis Emma, on a fait notre cours en intervention en allaitement à Montréal dans je ne me rappelle plus trop c'était quoi le nom de l'école. Puis c'était vraiment ciblé 2 jours d'allaitement. Technique, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille bien, les positions, puis tout ça. Puis souvent, c'est ça qu'on se fait demander en post-accouchement. C'est comme, tu peux venir m'aider pour l'allaitement puis les positions, même si les infirmières y vont souvent. Mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Puis nous, on est rejoignable 24/24 par notre téléphone cellulaire. Fait que, quand il y a une problématique ou bien que ça se passe pas bien à ce moment-là, ben nous, on est là, on est disponible. C'est l'avantage du privé. Vraiment. Vraiment. Fait que, allaitement souvent. Sinon, c'est les releveurs qu'on appelle. Ça, c'est pour aller aider les parents dans certaines tâches. À la limite, moi, je pourrais aller faire du massage, tu sais, pour la maman à la maison. Puis Emma a fait de l'hypnose. En fait, Emma est hypnothérapeute depuis peu. Fait qu'elle aussi, on fait comme des forfaits, massage hypnose pour les mamans. C'est vraiment cool. Puis elle pourrait, mettons, se rendre à la maison, faire de l'hypnose pour, justement, diminuer un petit peu le stress, la fatigue, tout ça. On peut même aller faire de la bouffe, à la limite, là, pour les parents qui veulent de l'aide. C'est vraiment le support des parents dans le sens le plus large du terme. C'est aider au maximum, surtout le premier mois après l'accouchement. C'est toujours difficile. Puis l'allaitement, c'est jamais quelque chose de facile. Ça prend du temps avant de s'installer comme il faut. Puis c'est quelque chose qui prend du temps à faire, mais qu'il faut qu'on en mette beaucoup d'énergie aussi là-dedans. Là. Fait que c'est fun d'avoir quelqu'un qui soutient ton choix, puis qui te dit OK, même si ça va bien, je vais t'aider, puis peu importe si ça va pas bien, puis tu vas arrêter, je vais quand même te soutenir là-dedans, tu sais, tandis que infirmière, des fois, c'est comme ça va pas bien, j'aimerais ça arrêter, non, faut pas. Fait qu'en tout cas, c'est fun d'avoir quelqu'un qui est pro-choix, puis qui peut comme décider, puis moi, je vais te soutenir de toute façon, peu importe le choix que tu vas prendre. Sinon, ben on a fait un cours de portage aussi pour les écharpes, tout ça, les nœuds pour les bébés, on a fait ce cours-là aussi, puis Emma, chez moi. On peut faire tout ça. Fait que c'est pas sage-femme, mais mettons que tu te fais suivre par une sage-femme à maison de naissance, ben elle va faire un peu tout ça, mais plus l'acte médical. Fait que ça fait du stock. Fait qu'on a de la masso, on a de la physio, on a de l'accompagnement à la naissance, on a le combo masso hypnose qui est possible aussi. Ça fait beaucoup de projets intéressants. À l'heure actuelle, dans le fond, le gros de ta clientèle, c'est surtout quoi? J'ai beaucoup en masso. C'est pratiquement que ça que je fais de mes journées. Je fais de la masso chez moi, mais aussi justement à la clinique où je travaille en physio. Également, je fais tous les mercredis après-midi
Pour l'instant, en tout cas, c'est mercredi après-midi. Je fais du massage aux chaises au CRDI pour les employés. Ben, c'est le CREP en fait. Là, je dis CRDI parce qu'on reconnaît la bâtisse, mais c'est le CREP. Puis Info Social, Info Santé qui viennent se faire masser sur leur pause en 15-30 minutes. Juste pour un peu relâcher. C'est ça. Puis moi, je dis chaque semaine. Fait qu'eux sont sûrs d'avoir leur place parce que j'ai quand même beaucoup d'attentes chez moi. Là. Ça peut aller jusqu'à un mois d'attente pour un rendez-vous, surtout le soir. Mais eux autres sont sûrs d'avoir leur place. Tous les mercredis, ils inscrivent leur nom sur une feuille. Ouais, c'est vraiment cool. Je l'ai fait dans une couple d'entreprises au Alma. Puis tout le monde a vraiment trippé. C'est sûr, c'est intéressant. Surtout quand tu as un job où tu es assis toute la journée devant un ordinateur ou avec un téléphone. Ou une job stressante. Oui, exactement. C'est merveilleux. Plusieurs entreprises devraient justement offrir ce genre de service-là à leurs employés. Surtout parce que les employés travaillent beaucoup assis sur l'ordinateur. Moi, je comprends pas que ce soit quelque chose qui, comme quand on a des assurances qui nécessite une prescription pour pouvoir être remboursé. Au sens où ça devrait faire partie de la prévention. Pas juste au lieu d'attendre qu'on développe des problèmes. Là, moi, avec Revenu Canada, être assis sur une chaise toute la journée, ça a pris 3 mois. Puis après ça, je faisais des migraines. Donc j'avais besoin d'aller me faire mobiliser au niveau des vertèbres du cou, parce qu'autrement, je restais des fois une semaine à avoir des migraines. Ça a pris un petit bout avant que je réalise que c'était ça le problème. C'est à cause de la position du cou, tout ça. Puis même si on a des ergonomes qui nous aident à avoir des bonnes positions puis qu'on essaie d'y penser souvent, c'est ça, pour que tu y penses. Est-ce que t'es immobile quand même, puis t'es dans des t'as beau avoir le poste le plus ergonomique au monde, c'est pas normal pour l'être humain d'être assis 8 heures par jour. Exactement. On devrait se lever aux 20 minutes, faire un genre d'activité physique aux 20 minutes. Puis justement, ça je propose souvent aux gens, là, à chaque 20 minutes, faire 20 répétitions de squat, ou bien monter sur ses mollets, sur des pointes de pied, stimuler ses mollets, ou aller faire 20 secondes de marche dans le bureau. Ça prend pas grand-chose. Des push-ups entre les rangées. Mais tu sais, c'est parce que anyway, moi-même, quand je travaille sur mon ordi, je fais des programmes, j'écris des affaires, passer 50 minutes, 45 minutes, ça fait trop longtemps que je suis assis, puis connexion neurale, tout ça, je suis plus attentif sur la tâche, fait qu'il faut que je marche, puis je bouge un peu, puis après ça, je reviens. C'est très naturel de bouger, fait que rester assis justement 8 heures, il n'y a pas un corps qui aime ça, personne. Non, c'est ça. C'est ça qu'ils disent, the sitting is the new smoking. Oh yeah, c'est vrai. Ils disent ça. Absolument. Ça, on a des postes assis, puis c'est comme... Je pourrais pas mieux dire. On s'en rend compte, hein, le corps c'est comme ça, c'est utilise-le ou perds-le. Moins on bouge, moins on a le goût de bouger, puis moins on est mobile, puis plus on fait d'arthrose. Ah oui, c'est ça. Puis on l'avait vu dans le bac, là, mais probablement que tu vas te rappeler plus que les stats que moi, là, mais je pense que c'est 4 fois $1 d'investi en prévention versus le traitement de thérapie pour guérir. Là, je pense que c'est 1 pour 4. Là. Je pense que ça coûte 4 fois plus cher. Il faudrait que je vérifie. Le curatif que la prévention, c'est ça. C'est comme les horaires, on le voit, là, il y a des articles qui sortent récemment sur les semaines de travail de 4 jours. Puis hier, j'ai assisté à un atelier super intéressant au colloque des ressources humaines au Motel Universel sur, ça s'appelait Plaisir et créativité comme valeur organisationnelle. Puis c'est un type qui a une business culturelle à Montréal, puis il expliquait comment dans son entreprise, lui, il intégrait ça autant au décor du bureau qu'à l'agencement. Ils ont demandé à tous leurs employés, ils ont des stations debout, ils ont un bar, ils ont un sofa, ils ont comme différentes stations de travail qui sont adaptées au fait qu'ils peuvent bouger, ils peuvent se promener, ils sont pas statiques à une place. Puis lui, il paye 35 heures semaine, mais il fait travailler 31 heures sur 4 jours. Puis il dit ça a l'air d'un gros investissement pour un employeur, mais la productivité des employés est complètement off the chart. Il donne des vacances de plus à Noël. Il dit, ça coûte cher, mais il dit le retour est direct. Puis il dit faut que je me batte avec mes employés pour pas qu'ils fassent de temps supplémentaire. Fait que les gens, quand ils sont bien, quand ils sont heureux, quand ils ont du plaisir dans leur travail, dans la façon de le faire, ça stimule tout. Ça fait partie un peu de tout ça. On a tellement peur, on dirait, d'investir en prévention. Que ce soit en allant se faire masser de temps en temps, en allant s'entraîner, en consultant en psychologie aussi, tout ça. Il ne faut pas attendre d'avoir les problèmes pour le faire. Les grandes entreprises prennent un peu ce tournant-là aussi, veut pas, avec la nouvelle génération qui sont un peu plus
à l'écoute justement on dit qu'ils travaillent moins puis ils veulent moins travailler, mais ils ont un peu raison dans certaines sphères que justement le 30-35 heures par semaine, passer plus de temps dans les loisirs, tout ça, puis pour bouger, prendre soin de la santé, mais au final, va être pas mal plus productif. C'est comme les grosses entreprises comme Google, là, mais quoi que ce soit, ça a été les premiers à prendre ce tournant-là. Cette semaine, justement, que ça a sorti. Microsoft de 4 jours, il y avait même déjà Ubisoft. À leur début. C'était dans les premières entreprises à avoir un gym dans la bâtisse pour les employés aussi, puis des kins pour suivre les gens pour l'ergonomie aussi, tout ça. On a compris que l'humain, ça ne sert pas juste à travailler. Oui, voilà. En plus, si tu fais travailler tes gens moins de fois, moins d'heures un petit peu, mais qui sont plus productifs, ça crée de l'espace aussi pour plus d'emplois. Mais moi, l'absentéisme, juste le fait que les gens partent en congé maladie, c'est très cher pour une entreprise. Oui. Fait que moins d'absentéisme, moins de journées qui sont démoralisées, justement, qui s'en retournent chez eux. Aujourd'hui, en 2019, en Amérique du Nord, il y a combien de milliers de cas de dépression qui sont reliés au travail? Aucune idée. Je ne sais pas non plus. C'est pas un de chance, parce que moi, juste dans mon cercle proche, là, c'est plus que 20 personnes que je connais qui sont en épuisement professionnel ou en dépression. Oui, c'est sûr que des fois, genre, ils vont dire qu'ils sont en dépression, mais qu'ils sont juste en burn-out, whatever, c'est quoi. Puis ils font pas directement l'association avec leur emploi, mais finalement, c'est par la bande, c'est l'emploi qui a causé ça. Ils vont dire, je suis en burn-out parce que raison ou une autre, quoi que ce soit, mais ils font pas le déclic justement que c'est des travail. Vraiment. On va en parler longtemps là-dessus. Absolument. Tu sais, les travailleurs autonomes, justement, tu sais, comme quand tu travailles à la maison, quoi que ce soit, faut qu'on en parlait dans le podcast avec Sarah, justement. Faut que tu t'écoutes, parce que sinon, c'est comme. Tu peux mener un épuisement professionnel. Quand tu es travailleur autonome à ton compte et que tu es passionné, c'est vraiment le combo, selon moi, pour dire faut que tu t'écoutes, faut que tu fasses attention à ton horaire, parce que sinon, c'est facile de passer. Faire des heures et des heures. Mais je pense que tu vas pouvoir me dire si j'ai raison. Je pense qu'on touche tout le fond. Qu'on frôle toute la limite à un moment donné, puis genre, OK, c'est bon. Moi, personnellement, il y a 2 ans, ça a été. Il a fallu que je slack un peu, parce que ça avait plus de bon sens, les heures que je mettais là-dedans. C'est sûr que j'en mets beaucoup maintenant. Tout le monde me dit que j'en mets trop encore. Mais il y a 2 ans, c'est encore pire. C'est sûr. Mais parce que, tu sais, moi, par exemple, j'ai travaillé du 7 jours sur 7 pendant 4 ans, mettons. Puis 4 ou 5 ans. Mais l'affaire aussi, c'est que je me disais, en réduisant le nombre de jours de travail, je vais avoir un revenu moindre, mon entreprise va moins prospérer. Les gens n'entendront pas. C'est ça, exact. Mais finalement, là, juste en prenant le temps de t'écouter, j'ai juste été meilleur dans toutes les autres sphères de mon entreprise parce que je m'écoutais justement la fin de semaine, je suis off. C'est ça, puis t'arrives le lundi, puis tout va bien. Oui, c'est ça. Tu retrouves, c'est ça, tu recommences une semaine. Tu te rends compte que ça roule pareil, même si t'es pas là à tous les jours, puis que les gens, ils vont venir pareil utiliser tes services. C'est sûr que, tu sais, c'est quand même important, justement, comme dans n'importe quel domaine que tu travailles au début. Oui, mais à un moment donné, faut pas que ça soit pendant 25 ans même. Faut pas se rendre malade, en fait. Faut connaître nos limites, puis il faut se rendre compte que, justement, on va dire encore, un humain, c'est pas seulement pour travailler que ça existe. Pour payer des taxes. C'est ça. C'est pas un payeur de taxes, un humain. Ça prend du plaisir dans la vie, pas un plus que travailler à la limite. C'est sûr que c'est comme tu as dit, quand que notre travail, c'est notre passion, là, c'est difficile à trouver la limite, justement. Entre les deux. Mais je pense qu'à un moment donné, on fait tout notre mieux, puis qu'on finit tout par se dire, bon. C'est vraiment la question. Oui, exact. À travers tout ça, ramène-nous sur le canevas. Là, on se ramène sur le canevas de l'entreprise. Est-ce que tu as, avant de rentrer dans les projets et tout ça, y a-tu des choses, on parle de prévention là, depuis tantôt, mettons qu'on parle pas de blessures à proprement dire, mais plutôt de problématiques que tu revois souvent chez les gens. Y a-tu des choses ciblées, des petits conseils que tu pourrais donner comme ça généraux pour les gens qui n'ont pas, mettons, une condition médicale particulière? La majorité des gens sains, de choses à faire pour prévenir ou...
Écoute, il y a un mot, c'est bouger. Il faut bouger. C'est ça qui est important. Puis comme on disait tantôt, être à 6-8 heures, la plupart des gens sont à 6-8 heures par jour à leur travail. C'est bien rare qu'on bouge dans notre travail, en tout cas, la plupart du temps. Il faut bouger. Fait que la plupart des personnes qui viennent me voir en masso, c'est pour des douleurs au dos et au cou. La plupart du temps. Je vais le répéter encore, la plupart du temps. Puis le secret pour ça, c'est de bouger. Il faut bouger. Il ne faut pas être statique à un endroit, être statique le soir en arrivant à écouter la télé. On est toujours écrasé à quelque part, toujours. Dans l'auto, tu sais, même à ça. On fait de la route, surtout ici en région, on fait beaucoup de route. Dans l'auto, c'est mortel aussi. On est stressé, on est au volant, on se tend les épaules, tout ça. Fait que, toutes les douleurs reliées à la statique. Ouais, vraiment, là. Vraiment. Avec des conditions comme aujourd'hui, on voit dehors, la visibilité est pas c'est nul. Fait que oui, le secret que je donnerais à tout le monde pour justement éviter, mettons, prévenir certaines apparitions de douleurs qui sont très communes, ce serait de bouger. Vraiment. Faire attention à ses postures, puis initier des nouveaux sports, des nouveaux mouvements. Pas juste faire toujours le même sport non plus, c'est pas nécessairement bon. Puis si on fait toujours le même sport de façon vraiment répétitive, ben, au moins faire un entraînement qui va chercher les muscles. Les autres muscles. Ouais, aller comme compenser ailleurs. Parce que ça fait des... même dans l'entraînement, il faut périodiser, c'est-à-dire on ne fait pas toujours le même programme. Là, sinon, on développe des blessures de surutilisation. Ah oui. Fait que, à force de fesser tout le temps dans le même angle, ben, pendant 3 ans, tu peux juste avoir aucun symptôme, puis à un moment donné, bang, ça claque. Carrément. Là, tu as une blessure. Mais la blessure n'est pas apparue dans les 2 dernières semaines, quand ça fait 3 ans, peut-être 4 ans que tu travailles là-dessus. C'est le fruit d'une accumulation. C'est ça, exact. Tu sais, souvent, ben, tu vas pouvoir, on va tout être d'accord là-dessus, tu sais, le corps, ça travaille dans un ensemble, puis quand tu as une douleur dans le haut du dos, dans le cou, mais que tu as des restrictions, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir des limitations dans le bas de dos, tu sais, tout est attaché ensemble, fait que des fois, c'est bon de pas juste dire, ben là, j'ai mal dans le bas de dos, il faut juste que je regarde le bas de dos, que je traite le bas de dos. Souvent, c'est peut-être le cou qui est trop tendu, quoi que ce soit, qui va créer des adhérences dans le bas de dos, tout ça. Carrément. C'est ce que je remarque souvent que les gens vont dire, il faut des exercices pour le bas de dos, j'ai mal dans le bas de dos. Puis là, tu regardes que toute la journée est assis de main. Puis ben là, c'est comme, faut que tu regardes un peu. Oui. C'est ça que je déplore un peu. Ouais. C'est ça que je déplore en physio, surtout. Là, vu qu'on a un ordre professionnel, on est comme obligé d'aller chercher, mettons que j'ai un genou, ben je suis obligée d'aller voir que le genou. Ah, c'est ça. Je peux peut-être aller voir au niveau du pied, au niveau du mollet, tout ça, mais tu sais, il faut vraiment que je prouve que ça nécessite. Ah ouais, parce que moi je le vois souvent que il y a des personnes qui ont eu des blessures au genou, qui ont des pathologies au genou quelconques, puis là, je regarde le programme que ce soit un entraîneur, peu importe qui a fait, puis là c'est juste des exercices pour le genou. Mais tu sais, le genou, là, t'as comme le groupe musculaire en haut qui est quadriceps et ischio. Mais en dessous, tu as le mollet et le pied qui est vraiment important pour la stabilité. Le bassin, les fessiers, tout est relié aux genoux. Fait que, faut que tu regardes tout ça. Là. Fait que, souvent, j'ai du monde qui je vais leur faire une rehab du genou, puis là, je leur donne 1 ou 2 exercices de genou, des exercices de fessiers, bas de dos, puis mollet, puis ils m'ont dit, je vais pas demander un entraînement de jambes. Non, c'est parce que c'est vraiment ça que tu as besoin. Ça fait partie de c'est le même principe que c'est pour ça que quand on veut débuter un processus d'entraînement aussi, un fit test qui te fait faire un petit test de cardio, un test d'abdos, d'endurance lombaire, puis de push-up, ça évalue pas ta posture, ça évalue pas où sont tes faiblesses musculaires, fait que ça permet pas d'avoir un programme individualisé qui est ciblé selon vos besoins. Fait que quand on veut éviter des blessures, qu'on veut, comme on dit, il faut regarder dans l'ensemble. Fait que c'est bien de choisir des entraîneurs ou des kinésiologues qui vont prendre le temps de faire ces évaluations-là pour être capable de vous individualiser un programme, puis pas juste faire un copier-coller de vous avez mal au genou, on vous donne des exercices de genoux. C'est ça. C'est comme en masso, tu sais, là je vise personne, ok, là c'est vraiment global ce que je vais dire. On vise personne aujourd'hui. Non, on vise personne, mais je vise aucune école non plus. Mais il y a beaucoup de places que j'ai su ou que j'ai visitées, que c'est des routines de massage. Ils font toujours la même chose, ou sensiblement la même chose à tout le monde. Un protocole établi, là. Ouais, exactement. Ça, c'est un peu le même principe que ce que vous dites, là. C'est vraiment pas pour tout le monde, là, ce type de massage-là. Puis
ça revient un peu à ce que vous disiez, là. C'est vraiment pas ciblé à la personne, puis ça ne mettra pas des résultats à 100% pas du tout. Non, puis moi, les protocoles, je suis pas tant un fan de protocoles. Tu sais, le monde n'aime pas ça avoir des protocoles déjà préétablis, puis genre quelque chose de trop structuré. Il y a des gens qui aiment ça. Oui, il y a des gens qui aiment ça acheter des petits kits tout faits, tu sais, puis que c'est comme je suis d'accord, mais tu sais, quand tu vas voir une personne, ça, c'est sûr qu'il y a du monde qui aime ça, mais comme en 1-à-1 avec une personne, il faut vraiment créer une relation d'aide, justement. Le monde veut justement un contact humain, puis comme une analyse, oui, c'est ça. C'est ça, tu sais, dans le fond, plus on a de connaissances, plus c'est facile de faire une analyse poussée, puis plus on peut cibler notre traitement ou notre entraînement, peu importe, à la personne en tant que telle, à ses besoins à elle. Fait que non, en effet. Oui, mais tu sais, moi j'aime bien mieux quand je vais voir une masso que si elle passe toute j'aime mieux qu'elle s'arrête sur une région qui a besoin, puis que finalement elle passe une heure là parce que le besoin était là, plutôt qu'elle fasse tout le corps en disant oh ben là, faut que je touche à tout, sinon mon client n'aura pas eu l'expérience du massage habituel. C'est où le problème, c'est où le besoin, mais ça prend un masso qui est capable d'évaluer ça comme il faut, puis de cibler. Fait que projet, l'avenir plus ou moins rapproché, moyen, long terme, y a-tu des choses qui s'en viennent? De planifier, non. Rien de très concret encore. C'est sûr que j'ai des envies par rapport à des formations qui sont pas nécessairement en lien avec la masso, par exemple. Okay. J'en parle pas trop. Tout le monde le sait, là, mais j'en parle pas nécessairement publiquement. Okay. Mais ceux qui me connaissent bien le savent. Plus en lien justement avec la périnatalité et tout ça. Okay. C'est des choses que j'aimerais vraiment, des souhaits. Okay. Sinon, en enseignement aussi, masso. Ouais, j'aimerais peut-être ça. C'est difficile pour les mains. Je ne cacherai pas, là. J'ai des gros problèmes aux mains, aux bras, aux épaules, aux coudes. En lien avec la masso, je le sais. Je faisais de l'escalade, ça fait 2 ans que je fais de l'escalade comme d'une façon trop intense. Il fallait que j'arrête l'escalade parce que ça faisait plus. Mais sinon, de projets concrets, non, pas vraiment. Mais de souhaits, j'en ai une couple. C'est correct, pourquoi t'as 26? 26, ouais. Tu vas encore plein de mauvais. Ben oui. Tu veux mettre à terme, tout ça. Merci, d'accord. Je suis comme dans le néant, là. Un moment de néant. On a eu un arrêt. Momentané des caméras. Ça veut dire que ça dure longtemps. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça, good. On a fait pas mal le tour de ton entreprise et de la personne, justement, de savoir comment tu travailles. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre? Surtout sur Facebook. J'ai pas de site internet, mais ma page Facebook, elle fonctionne à 150%. Puis, tout le monde prend des... Souvent. Ouais. Sinon, les gens m'écrivent sur ma page personnelle de Facebook ou bien par messagerie texte ou bien appel. Mais par Facebook, ma page professionnelle, vraiment. Mais j'ai essayé aussi, les gens m'écrivent dessus aussi. J'ai beaucoup de monde que je connais qui viennent en masso, du monde qui ont... Moi, j'ai essayé de changer mon nom sur mon Facebook personnel pour rediriger les gens plus par... La professionnelle? Ouais, parce que sinon, j'avais aucun répit. Aucune limite. Parce que l'affaire, c'est que là, tu filmes plus, justement, là, tu sais, mettons, Facebook, c'est le fun d'avoir ton Facebook personnel pour, justement, pas être associé à tout ce que tu fais comme travail, tout ça, puis juste voir ce que tes amis font, puis qu'un de tes amis t'écrit la fin de semaine juste pour avoir des nouvelles de toi et non de « je veux un programme ». Je veux un massage. Fait que j'ai redirigé, mais tu fais page personnelle, professionnelle. Puis email, tout ça, on peut quand même par là. Email, c'est très rare. En fait. Mais oui, par ma page professionnelle, on écrit mon nom sur Facebook, sur Google, puis ça sort. C'est pas stressant par rapport à ça. J'ai pas de nom d'entreprise nécessairement non plus, fait que c'est facile de me retrouver. C'est quoi le titre de ta page? C'est Massothérapie Maria Boulanger, entre parenthèses, kinésithérapie. Bon. Encore une fois, toutes les informations qu'on va vous mettre disponibles en dessous du vidéo. Avant qu'on conclue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais offrir aux gens pour les inciter à venir te voir? Je sais pas qu'est-ce que je pourrais offrir. Écoute, je peux offrir un massage d'1 heure, avec plaisir. On va tirer ça à quelqu'un qui va comme gagner en dessous. Non, tu sais pas quoi. Mais écrire des commentaires. On va faire comme on l'avait fait un peu là, avec le Café du Clocher. Oui, ça va être les gens qui vont partager la publication de l'épisode.
mettre la publication publique, mettre un petit commentaire aussi. De cette façon-là, nous, ça nous permet de tracer... S'assurer de liker et de suivre la page à Marie-Ève. Oui, la page de Marie-Ève. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube et que vous allez vous abonner, ben ça va vous donner une chance supplémentaire de gagner. Ouais, doubler les chances de gagner. Donc, on vous incite fortement à le faire. Fait que je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Marie-Ève. Merci Marie-Ève. Merci à vous deux, c'est super le fun. Donc, c'était encore une fois, merci tout le monde, un épisode du podcast AGB Voici Alma. Simon et Alexandre. Marie-Ève. On se revoit très bientôt. Merci. Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.